Si quelqu'un a la gentillesse de fermer la porte. Merci. Et Dorine Bertrand, que vous connaissez certainement, est titulaire d'un master Arts, Lettres, Langues de l'Université de Rouen et d'un master universitario en professeur d'éducation secondaria obligatoria bachillerato à l'Université de Valladolid. Elle réalise actuellement une thèse doctorale sur l'œuvre de Shardo Javan. Si je le prononce mal, tu me corrigeras après. Elle est également professeure vacataire au sein de notre département de philologie française et allemande depuis 2018 et centre ses recherches sur la littérature francophone du XXe et XXIe siècle. Elle va aujourd'hui nous présenter la dernière intervention en français. Après, on passera à l'espagnol et on reparlera malheureusement plus français dans ces congrès. Et son intervention s'intitule « Une analyse systémique et universaliste de la violence faite aux femmes dont je ne suis pas celle que je suis » et la dernière séance de Shardo Javan. Merci Dorine. Alors, merci beaucoup Claudia pour ta présentation et surtout pour ton invitation à ce congrès. Alors effectivement, je vais me centrer sur deux œuvres principales de Shardo Javan. Je ne suis pas celle que je suis et la dernière séance, ce sont deux romans. Deux de mes anciennes élèves ici connaissent un autre roman que nous avions étudié, Comment peut-on être français ? Donc voilà, je vais commencer par rappeler qui est Shardo Javan, peut-être pour certains, et ensuite évoquer les différents types de violences qui apparaissent concrètement dans ces deux romans et l'importance de l'exil et de la langue, qui est le thème principal de ma thèse. Et pour commencer, je vais commencer par la lecture d'une citation de l'œuvre « Je ne suis pas celle que je suis ». La narratrice dit ceci : « Mon désir est de raconter, de romancer le passé et de donner aux images mentales obsédantes des mots pour les exorciser. Je me présente, je ne suis pas celle que je suis. Je suis l'innommée aux identités d'emprunt. Je rêvais d'une autre vie, différente, inconnue. Je ne cherchais ni le paradis, ni le bonheur, encore moins la quiétude. Je voulais l'aventure, le risque, le danger. Je voulais partir, loin, ailleurs. Tout laisser, devenir une femme sans passé, sans mémoire. Devenir un homme, vivre comme un homme. Mais cela n'était pas possible parce que j'étais une femme. Très femme, disaient les hommes. Pardon. Alors, c'est ainsi que s'exprime donc la narratrice dans « Je ne suis pas celle que je suis » de Shardo Javan, publié en 2011. Alors, Shardo Javan, pour rappeler brièvement, il s'agit d'une écrivaine, essayiste, anthropologue, entre autres, franco-iranienne, donc née en Azerbaïdjan, mais d'origine, qui a vécu son enfance en Iran, à Téhéran. En 1979, et c'est important de le rappeler puisque ça aura une incidence sur l'écriture de ses romans et de ses pamphlets d'ailleurs, en 1979, en Iran, la mise en place du régime islamiste de Khomeini marque un tournant important dans la vie des femmes, mais également dans la vie de l'écrivaine de Shardo Javan. Effectivement, le voile est imposé à nouveau au sein de la société. Et donc, Shardo Javan a seulement 13 ans, est déjà frustrée et déterminée par ce déterminisme et cette imposition du système, et donc décide de descendre dans la rue pour distribuer des tracts dénonçant les pratiques religieuses oppressives imposées aux femmes, à seulement 13 ans. Son acte de résistance ne passe pas inaperçu puisqu'elle est arrêtée devant son collège, puis incarcérée pour une durée de 3 à 4 semaines. Durant sa détention, elle endure d'innombrables actes de violence, de mauvais traitements, entraînant une défiguration et des côtes cassées, entre autres. D'ailleurs, elle dit, je cite, « Dès ma libération, j'ai réalisé l'importance de garder le silence et d'enterrer cette expérience traumatisante. » C'est une phrase tirée d'un autre livre, d'un autre roman intitulé « La muette », que j'aurais pu également présenter aujourd'hui. En 1991, donc, elle décide de partir pour la Turquie et parallèlement à ses études de langue, elle commence à travailler et à préparer le concours d'entrée à l'université d'Istanbul, puisqu'il y a un concours d'entrée. On ne rentre pas aussi facilement qu'en France, par exemple. Il y a toujours un concours.
Elle parvient à obtenir un visa pour la France en 1993, mais ne connaît pas le français. Le français est la 7e langue de Chador Javan. Chador Javan sait parler le persan, l'azéri, l'anglais, le turc, l'arabe et l'allemand. Donc elle part en France sans connaître un seul mot de français, ou très peu. Elle s'était déjà familiarisée un peu avec la littérature française, mais toujours avec une traduction automatiquement en persan. Alors, ce sont des événements auxquels je fais référence parce qu'évidemment, ce sont des événements qui apparaissent d'une manière fictive dans les romans que je vais présenter par la suite. Elle commence donc à étudier le français, grâce notamment au livre de Lagarde et du Robert, le dictionnaire Le Robert, le Becherel, entre autres. Et c'est à l'Alliance française qu'elle commence à étudier ses premières phrases du style « Comment tu t'appelles ? Je m'appelle. Quel âge as-tu ? J'ai ». Voilà, les 4 premières phrases qu'elle étudie en France. Chador Javan est très intéressée très rapidement à l'anthropologie et à la psychologie, ce qui se verra reflété d'ailleurs dans ses œuvres. Et elle réalise un DEA en seulement 1 an. Alors après un DEA, elle fait un master et aussi une thèse qui sera malheureusement inachevée, je dis malheureusement parce qu'elle avait l'air très intéressante, qui était intitulée « La création littéraire dans la langue de l'autre », thème qui intéresse énormément Chador Javan et qui est présent dans ses romans principalement. Donc Chador Javan, en France, en 1994, n'assume pas son changement de pays et le fait de se retrouver seule très rapidement dans un pays étranger sans forcément dominer la langue française. Donc en 1994, elle décide de faire une tentative de suicide, autre événement qui apparaîtra de manière fictive dans son roman. Et heureusement, cette tentative n'aboutit pas, mais c'est également pour elle un moyen un renouveau pour elle. Ça va susciter un renouveau. Et elle va justement se lancer dans un long voyage psychanalytique. Elle va aller faire des séances de psychanalyse en France. Et évidemment, ces séances de psychanalyse sont menées en français, au cours desquelles elle raconte et documente les événements tragiques de sa vie en utilisant une langue qu'elle ne maîtrise pas encore. Et cela, d'ailleurs, fait écho aux paroles de Donia, le personnage principal de Je ne suis pas celle que je suis. Elle dit ceci : « Aller voir un psy, en théorie, soit. Mais se trouver seule, assise dans une pièce, face à un parfait inconnu, qui plus est un étranger, et se mettre à parler de soi, sans préambule, qui plus est encore dans une langue étrangère, Dieu du ciel, quelle idée !» Fin de citation. Donc effectivement, Chador Javan croit fermement que son écriture ne peut prendre forme qu'en langue étrangère, qu'en langue française, car son inconscient a été remodelé au fil de ses expériences. Elle dit d'ailleurs ceci dans un autre roman : « Je me suis retrouvée à raconter et à inscrire la tragédie de ma vie dans une langue qui ne m'était pas familière. » Donc, il faut déjà imaginer le processus pour aboutir à l'écriture de sa propre expérience, de l'expérience qu'elle a vécue, ou en tout cas d'une manière fictive, puisqu'il s'agit d'un roman, mais dans une langue étrangère. Alors, pour résumer très brièvement les 2 romans, Je ne suis pas celle que je suis, et donc le premier roman qui nous intéresse. Alors, il s'agit de 2 romans qui sont 2 tomes de la même histoire. Nous avons une protagoniste, Donia, et il s'agit justement d'expériences entrelacées, de récits entrelacés entre des références à l'Iran, à l'enfance et à l'adolescence de Donia, de cette protagoniste. Et à la fois, elle se retrouve dans les chapitres suivants lors de séances de psychanalyse en France, à Paris. Voilà, donc il y a une alternance de récits. Alors donc, effectivement, Javan, dans ce premier roman, plonge profondément dans les expériences déchirantes des femmes sous le régime oppressif de Khomeini en Iran. Et elle utilise pour cela donc un mélange de psychanalyse, de culture persane et de réalisme brut, austère. Et l'objectif étant effectivement de brosser un tableau vivant de leur souffrance.
À travers les vies entrelacées des personnages, notamment Donia, le lecteur se retrouve plongé, d'une part, au cœur d'innombrables défis auxquels la narratrice doit faire face à Téhéran, dans le golfe Persique, à Dubaï également, et sur les rives du Bosphore, et d'autre part, comme nous l'avons précisé précédemment, dans le cadre d'un cabinet de psychologues à Paris, séance après séance. Le roman capture ainsi l'essence de la violence contre les femmes, non seulement comme des incidents isolés, mais également comme un problème systémique profondément ancré dans le tissu social. Cette expérience unique nous permet d'observer ce processus complexe à travers le prisme d'une peinture, alors, que l'on pourrait qualifier impressionniste, capturant son essence d'une manière véritablement fascinante et passionnante. Le deuxième roman, Psychanalyse 2, donc la dernière séance Psychanalyse 2, est la suite du roman précédent. Nous retrouvons les deux récits entrelacés. Mais il commence de la manière suivante. Après avoir subi un viol collectif, perpétré par ceux qui prétendent défendre les valeurs morales, religieuses en Iran, Donia, donc la protagoniste, prend la difficile décision de fuir Téhéran. Je précise difficile, puisqu'il est très difficile pour les femmes, en tout cas dans le contexte du roman, de fuir un pays totalitaire, d'autant plus un pays régi par les mollahs, les représentants religieux, puisqu'une femme, alors c'est l'un des exemples qui est donné d'ailleurs dans le roman, la femme ne peut pas voyager seule, ne peut pas prendre l'avion seule, même si elle a ses papiers, sa carte d'identité, son passeport, etc. Cela est impossible, ou en tout cas pratiquement impossible. La femme doit user de stratagèmes pour pouvoir prendre l'avion, notamment en achetant un billet de retour. Voilà, c'est l'obligation. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de difficile décision de partir. Tout ce que cela entraîne pour elle, l'espoir d'un avenir meilleur mais incertain, et en même temps le fait de laisser sa famille aussi sans prévenir sa famille. Parce que si elle prévenait sa famille, c'est comme ce qui a été évoqué précédemment, je ne sais plus si c'est par Malika ou Aiko, l'une des deux le disait, la femme est la possession de l'homme. Donc effectivement, la femme n'a pas le droit ou ce luxe de prendre ce choix librement. Voilà. Donc effectivement, Donia, dans ce deuxième roman, se retrouve donc, à Istanbul. Elle fait face également encore à de nombreux défis. Elle n'a pas d'argent, et c'est très important parce qu'on y fera référence par la suite. L'une de ses luttes constantes, c'est de se rendre en Bulgarie pour obtenir un droit de séjour tous les 3 mois qu'elle doit renouveler. Donc c'est également un nouveau défi en plus. En 1991, elle embarque dans un bus rempli d'individus, peu recommandables, pour finir dans un bordel à Sofia. Voilà, je ne vais pas en dire plus puisqu'il y a beaucoup d'épisodes et l'objectif c'est aussi que vous lisiez les 2 romans qui sont passionnants. Mais voilà, nous avons énormément de références à cette violence, à cette oppression des femmes dans ces 2 romans. Et ce sont 2 romans marquants, c'est-à-dire que la lecture est fluide et en général, on a du mal à laisser le livre pour attendre la suite le lendemain. En tout cas, c'est l'effet que moi, ça m'a produit. Alors, si l'on fait référence justement au thème principal de notre communication, c'est-à-dire l'analyse systémique et universaliste de la violence faite aux femmes dans ces 2 romans, il me semblait intéressant de présenter tout simplement les violences physiques qui apparaissent concrètement dans les 2 œuvres, notamment les violences physiques envers les femmes dans la société iranienne telle que décrite dans ces 2 romans, puis évoquer la violence psychologique et notamment le symbolisme du silence. Voilà, on va revenir sur le silence également. Et terminer par une référence ou une analyse, ou un début d'analyse à cette quête d'émancipation qui est nécessaire pour cette protagoniste et qui se traduit très souvent par l'exil. Voilà. Alors, en ce qui concerne la violence physique faite aux femmes, à travers le prisme des personnages tels que Donia, entre autres, Javan met non seulement en lumière la violence physique et les abus que ces femmes subissent, mais aussi les cicatrices psychologiques que de telles expériences laissent derrière elles. En Iran, comme cela a déjà été évoqué précédemment, les femmes vivent sous le joug d'une société patriarcale gouvernée par les mollahs et représentent donc le sexe faible. Et dans l'œuvre, la narratrice dit ceci.
selon la charia en application en Iran, la femme est juridiquement inférieure à l'homme, éternelle mineure dont la vie vaut la moitié de celle d'un homme, elle-même ne valant pas grand-chose. En écrasant les femmes, la moitié de la population, en inculquant aux hommes l'idée de la supériorité masculine, en leur accordant quelques piètres droits, notamment celui du pouvoir de tutelle sur celle-ci, les dirigeants étaient parvenus à instaurer un climat de hiérarchie, de frustration et de haine entre les deux sexes. Donc effectivement, la violence physique envers les femmes est un problème systémique profondément ancré dans la société iranienne. Et d'ailleurs, la narratrice rajoute à ce propos: ce faisant, comme tout système totalitaire, le pouvoir, en appliquant tantôt tolérance, tantôt sévérité, justifiait le système de contrôle et de répression dans le pays, de sorte que la vie strictement privée et individuelle de chacun, surtout celle des femmes, devenait une affaire politique, une affaire d'État. Alors Javan ici décrit la brutalité des expériences de ces personnages allant de l'emprisonnement et des abus sexuels à l'extrême asservissement sous le voile, puisqu'elle y fait référence beaucoup plus d'ailleurs dans ses pamphlets que dans ses romans, mais ça reste l'un des thèmes de réflexion de Shador Javan et même de dénonciation. Selon elle, le voile n'est pas simplement un morceau de tissu, mais un symbole du statut sous-humain des femmes, les qualifiant d'impures et de pécheresses, et contribuant à leur marginalisation psychologique, sociale, sexuelle et juridique. Et donc d'ailleurs, à ce propos, la narratrice, pour continuer, pour illustrer justement cette violence physique envers les femmes, la narratrice revient sur l'un des épisodes traumatisants de son adolescence. Elle dit ceci: un mois plus tôt, à Ispahan, alors qu'elle pique-niquait avec des copines, elle avait été embarquée par les agents de la morale islamique pour cause de comportements indécents et décadents. Elle était pieds nus, mal voilée et fredonnait une chanson. Pendant la garde à vue, elle avait subi un viol collectif, un supplice très répandu dans les prisons des mollahs. Voilà. Et c'est vrai que cette citation, qui moi m'impacte énormément à la lecture, est écrite telle qu'elle, c'est-à-dire que tout le roman est écrit avec une telle sincérité qu'elle touche en général le lecteur, puisqu'effectivement on fait le parallèle avec la culture iranienne et même dans d'autres pays, ce qui se passe. Et effectivement, il y a une assimilation, ou en tout cas une forte ressemblance qui malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui existe et ce n'est pas une pure invention. Voilà. Pour continuer, cette personnage, cette protagoniste, Donia, donc, vient de vivre le viol collectif. Quelques semaines après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà, ce qui fait aussi écho à ce que nous avons évoqué lors des interventions précédentes. Elle est enceinte. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent et que c'est une honte d'être enceinte. Donc, elle nous dit ceci. Elle va se lancer dans la prostitution automatiquement, puisque c'est le seul moyen de s'en sortir, entre guillemets, de gagner de l'argent. Elle nous dit ceci. Presque toutes les voitures prennent les femmes en autostop et presque toutes les femmes font du stop, les transports en commun étant insuffisants. Le conducteur, de 20 ans son aîné, s'appelait Cyrus. Elle avait proposé de coucher avec lui en échange d'argent. Après avoir été violée par ceux qui représentaient la même loi qui interdit le droit à l'avortement, se prostituer lui parut un acte anodin, une forme de légitime défense. Au lieu de se suicider, elle pourrait se payer un avortement clandestin. Voilà où la protagoniste en arrive. Donc, effectivement, la violence, alors je pourrais vous lire beaucoup d'exemples de ce type, d'accord, il y en a énormément. La violence est omniprésente dans ces deux romans et dans tous les romans d'ailleurs de Shador Javan, puisqu'elle se base sur son expérience, sur ce qu'elle a vécu. Elle a vraiment été arrêtée à l'âge de 3 ans, elle a vraiment été emprisonnée. Alors après, elle nous précise tout de même dans l'épilogue de « Je ne suis pas celle que je suis », elle nous dit « Je ne suis pas mon personnage ». Certains événements se basent sur la réalité, mais je me réserve le droit de ne pas vous révéler quels sont ceux qui sont
que j'ai vraiment vécus et ceux qui sont le fruit de mon imagination, ou en tout cas des témoignages que j'ai récoltés. Mais on imagine bien que certains événements, effectivement, elle les a réellement vécus. Alors, j'aimerais également vous faire part de ces autres citations parce que je me suis rendu compte au final que la violence, en tout cas dans ces 2 romans, la violence est infligée par les hommes, est infligée par le système, mais également par les femmes elles-mêmes. Les femmes se font violence. Et j'ai trouvé ça, alors intéressant, ce n'est peut-être pas le terme approprié, mais en tout cas ça m'a interpellée. Je ne pensais pas qu'une femme qui, ayant vécu autant de violence, pouvait se rajouter encore cette souffrance et cette violence au traumatisme qu'elle avait déjà vécu. Alors voici quelques exemples. Elle dit par exemple « J'avais élaboré une méthode radicale pour faire taire mes souffrances. Lorsque j'allais très mal, avec une barre métallique trouvée je ne sais où, je tapais très fort sur mon tibia. Je calmais la douleur psychique par la douleur physique. » Voilà. Autre, alors, je ne sais pas si on a le son. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un... Oui, on essaye. C'est juste 2 minutes parce que je pense que c'est intéressant d'écouter l'écrivaine raconter, justement, lire ce 2e passage. Et tout cela était mis de On va côté. mettre une pause, mais on a l'air d'entendre. Oui. Ouais. Donc voici Chador Javan. Et on va mettre juste 2 minutes qui correspond justement à la lecture de ce 2e passage. Opposé du monde d'où vous veniez, le pays où les droits étaient brimés, le pays de la liberté des droits, en tout cas sur le papier. Ça c'est quelque chose qui vous a frappé ou encore une fois, c'est un hasard qui fait que tant mieux, vous arrivez quand même dans un pays où vous vous dites tout de suite, ici, je vais pouvoir revivre, reconstruire, démonter ce que j'ai vécu avant. Oui, mais ça n'a pas été facile. Encore une fois, vous savez, on ne peut pas dire mieux ce qu'on a déjà écrit. Donc, lorsque le hasard... Bon, là, c'est pas moi. J'ai créé un personnage qui n'est ni tout à fait moi, ni tout à fait une autre femme. Mais voilà, elle s'appelle Donia et j'ai choisi le prénom Donia puisque Donia n'est pas vraiment un prénom. Donia en turc, en persan et en arabe veut dire l'univers, le monde. Et c'était pour dire que l'être humain, n'importe qui, est par essence insaisissable. Et dans mes romans, j'essaye toujours de saisir l'être humain, de ce qui peut exister de pire chez humain ou ce qui peut exister de meilleur chez un être humain. Donc j'ai des personnages aussi qui sont des pervers criminels. Voilà. Et donc lorsque le hasard la fit atterrir à Paris en 1993, sans un mot de français et sans un sou, elle succomba à une grave dépression. Elle décida de se donner la mort. Elle s'ouvrit une dizaine de veines, abîma quelques tendons et nerfs, sans pour autant parvenir à atteindre l'au-delà. C'est dire qu'elle tenait à la mort comme d'autres à la vie. Après avoir échoué sur la route conduisant à l'éternel, elle entama une psychanalyse, sans avoir la moindre idée des obstacles contre lesquels elle allait se briser plus de 100 fois. Donc, voilà, on va s'arrêter là. C'était justement pour illustrer cette 2e citation. Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Il me reste au moins 5 minutes ou non? Même pas. Allez, je vais essayer de résumer la fin. J'ai trop parlé. Effectivement, donc, la violence se fait également sur les femmes et par les femmes. Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. Alors, en ce qui concerne la violence psychologique, qui est également présente, on observe que le mutisme des personnages féminins dans ces 2 romans reflète leur oppression au sein de la société iranienne et ces femmes qui sont souvent réduites au silence, ignorées et d'ailleurs dont leur voix est souvent étouffée, luttent, mais parfois l'issue n'est pas forcément celle qu'elles attendaient. Voilà. Et je me suis donc intéressée à cette symbolique du silence, puisque le silence devient un moyen de résistance.
face à cette marginalisation. Et il me semble qu'il apparaît dans ces deux romans de deux manières principales. D'une part, il peut se traduire par une difficulté à verbaliser ce qui préoccupe les personnages féminins comme les personnages masculins, parce que les personnages masculins restent parfois dans ce silence passif. Alors parfois c'est volontaire, parfois involontaire. Et le silence, justement, qui représente cette difficulté à verbaliser de la protagoniste, est un silence qui a une autre portée et une autre symbolique automatiquement. Et d'autre part, ce qui m'intéressait également, c'était le silence comme une composante du langage. Le silence, donc une technique narrative utilisée par Shador Javan, mais c'est également la réflexion sur cette utilisation de la langue maternelle face à la langue de l'autre. De quelle manière la langue maternelle reflète les souffrances, les traumatismes du passé, cette langue persane, mais également de quelle manière la langue française, qui n'est pas encore totalement maîtrisée, va pouvoir décrire, lors de cette séance de psychanalyse, va pouvoir décrire ces souffrances vécues par la protagoniste. Et d'ailleurs, elle le dit, et bon, je résume pour ne pas trop empiéter, mais je trouve que cette citation est intéressante. Attendez. Voilà, la dernière. Les mots français n'ont pas la même signification et la même puissance pour moi que leurs équivalents en persan. Dire par exemple « je les hais », c'est beaucoup moins violent, beaucoup moins haineux que le mot « haine », « nefrat » en persan. Faire une psychanalyse en persan m'aurait rendue définitivement et dangereusement folle. Alors, effectivement, on peut également s'intéresser... Bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais on peut également s'intéresser aux métamorphoses du personnage, puisque le personnage, lors de ces différentes séances de psychanalyse, se métamorphose. Le psy, comme elle le nomme, se retrouve face à une jeune Iranienne timide, et puis le lendemain, il se retrouve face à une jeune Iranienne aguicheuse, qui vient en robe moulante, sans soutien-gorge, tel qu'il est décrit dans le roman. Et puis, la fois suivante, à une jeune Iranienne intelligente, perspicace, qui est dans le débat, qui est dans la réflexion. Donc voilà, il y a une multitude de personnalités qui servent peut-être justement de moyens de défense face à cette violence et à ce traumatisme vécu. Mais ça, il faut lire la fin du livre pour le savoir, la dernière séance. Et effectivement, l'étude de cette langue et de ce procédé d'écriture, écrire dans une langue étrangère pour soigner, pour penser ses blessures, est également très intéressant à étudier. Javan, et je vais terminer, je vais laisser la parole après. Javan, d'ailleurs, dans ses romans, dans ces deux-là, mais dans d'autres romans, s'intéresse notamment au sexe des mots. Et je ne sais pas si vous avez entendu, lorsqu'elle a lu, lorsqu'elle a expliqué la signification du personnage du nom de Donia, elle a dit « c'est humain, ce n'est pas l'humain ». C'est-à-dire qu'elle a encore cette difficulté à utiliser les articles, parce qu'elle a commencé à étudier la langue française en étudiant le mot tel quel, le substantif, comme en persan. Et elle s'est dit « je vais laisser le sexe des mots pour la fin ». Et au final, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus difficile. Voilà, bon, ce sont des idées un petit peu mélangées que je vous transmets, mais voilà, je vous invite vraiment à lire ces deux romans et d'autres œuvres de Shador Javan. Voilà, merci.